En manchette aujourd'hui, Katia Makdissi-Warren remporte le prix Betty Webster. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 28 septembre. On poursuit maintenant avec ce sujet. L'Orchestre Canada a remis lors de son assemblée générale le prix Betty Webster. Le prix a été remis à Katia Makdissi-Warren, compositrice et directrice artistique de Octo Echo, afin de célébrer, de souligner ses contributions de longue date à la diversité, l'équité et l'inclusion dans la communauté musicale canadienne. Katia, pardon, pas Cathy, mais Katia, a accepté de parler sur les ondes de CTRB de son parcours et de sa musique. On écoute l'entrevue. Je suis en compagnie de Katia Makdissi, c'est ça, Warren, c'est bien ça qu'on prononce, qui est aujourd'hui la récipiendaire du prix Betty Webster 2022, remis par Orchestre Canada. Premièrement, félicitations, c'est un bel honneur. Et tu me permets que je te dise Katia, oui? Oui, moi je vous appelle Parfait. OK. Parfait. On va commencer un petit peu, on en a parlé avant, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire la direction d'orchestre? Parce que dans le fond, c'est un petit peu pour ça que tu es honoré. Mais à l'origine, tu es une musicienne. Tu sais, le cheminement vers un chef d'orchestre ou de la composition, ça se fait graduellement. Peux-tu nous parler un petit peu, on pourrait dire, de ton parcours, là? Mais en fait, le prix, c'est pour en tant que compositrice et non chef d'orchestre, parce que j'ai dirigé, mais je me considère pas nécessairement comme chef d'orchestre. J'ai dirigé dans ma vie et puis tout ça, mais mon travail principal, c'est vraiment la composition. Puis en fait, mon parcours de compositrice, c'est vraiment, j'ai commencé dans le piano toute petite. Et puis, je faisais des mélodies au piano, je composais des ambiances sonores et tout ça. Puis comme je viens d'une famille de musiciens, ben, ma sœur était violoniste aussi, mon frère était pianiste, fait que je sais que j'avais écrit pour ma sœur aussi, violon. Ça a commencé comme ça tranquillement. Et un grand tournant, c'est quand ma sœur qui est comédienne maintenant, faisait beaucoup de pièces de théâtre, puis il y avait besoin de musique pour pour le théâtre. Fait que là, j'ai commencé à composer la musique pour le théâtre, avec ma sœur, pour les pièces de théâtre de ma sœur. Fait que c'est vraiment comme ça que la passion de la composition est arrivée aussi, là. Et puis, ben voilà, fait que c'est ça. Fait qu'après ça, comme je viens d'une famille où ma mère est libanaise, et que mon père est québécois de Charlevoix, ben j'ai baigné dans les deux cultures depuis que je suis tout petite, dans les différentes musiques. Et puis, j'ai continué donc en composition avec l'objectif toujours de pouvoir faire la rencontre entre les deux cultures d'un point de vue musical. Et puis, c'est ça que j'ai continué à travailler. Puis, plus tard, ben, étant donné que je suis allée étudier en Europe et tout ça, puis quand je suis revenue, ben, il n'y avait pas vraiment d'ensemble qui pouvait réaliser qu'est-ce que j'avais en tête. Et puis, ben là, j'ai rencontré des artistes, des musiciens qui étaient prêts à embarquer dans l'aventure avec moi. Fait qu'on a fondé un orchestre qui fait la rencontre des musiques du Moyen-Orient et Occident, tu sais, qui s'appelle l'Octo Echo. C'est mon ensemble encore actuellement. Ben, je dirais notre ensemble parce qu'on est vraiment beaucoup, puis on travaille, tout le monde, c'est un travail d'équipe. Et puis, ben voilà, c'est ça. Fait quand la rencontre Moyen-Orient puis occidentale était plus naturelle, on va dire, pour les musiciens puis les artistes, ben on a rajouté la culture autochtone, en fait, qui était très chère à mon cœur depuis que j'étais tout petite. Et puis, c'est comme ben, mon ensemble Octorico est en résidence à la Maison de la culture à Ottawa. Et puis, Liette Gauthier, qui, elle, a travaillé, l'agente culturelle, a travaillé beaucoup, elle, déjà dans le milieu des musiques du monde. Et elle m'a présenté la chanteuse de gorge, Nina Segalowitz. Puis là, ça fait donc il y a presque 15 ans qu'on travaille ensemble avec Nina. Puis par Nina, ben, on a commencé à découvrir un peu donc les différentes cultures autochtones. Et il y a Lydia Etok, qui est chanteuse de gorge inuit, qui s'est ajoutée assez rapidement à l'aventure, qui est devenue la co-directrice artistique d'Octo Echo
avec moi. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, hein. Puis les musiciens qui viennent de partout, là, mais vraiment de partout, autant du Liban, du Maroc que de l'Amérique du Sud. Et ça fait vraiment une rencontre très, très intéressante et riche. Oui. Alors, c'est ça. Donc, ce cheminement-là continue et tout. Puis là, j'ai été très honorée par Orchestre Canada, dans le fond, qui voulait symboliser, en fait, l'ouverture orchestrale avec la diversité et l'inclusion. Fait qu'ils m'ont donné donc le prix. C'est ça. J'étais très, très honorée. Puis je l'ai pris pour toute l'équipe avec qui je travaille, Parfait. parce que c'est un travail d'équipe. Tu me parles, justement, on parle de culture d'inclusion. Tantôt, tu me parlais musique libanaise, Moyen-Orient et tout. Tout est un tout, là, parce que ça, qu'on regarde l'origine des cultures du Moyen-Orient et tout, bon, cette culture-là, que ce soit musique ou plein de choses, a été transférée en Europe, qui est revenue par la suite, on pourrait dire, dans le Nouveau Monde, on pourrait dire Canada, États-Unis. Donc, tu viens de relier plein de choses historiques, là, parce que veut pas, il y avait ce genre de musique-là en Europe, quand on allait dans les Indes, on allait sûrement chercher un peu cette saveur-là, on allait chercher les épices, mais on allait chercher de la musique aussi, qui était incorporée indirectement avec les grands compositeurs, on pourrait dire européens. Donc, est-ce que tu penses qu'au niveau de l'inclusion, dans le fond, on est tous ensemble. C'est juste parce qu'il faut l'interpréter. Tu me parles d'Inuit. Tu sais, toi, tu sers de vecteur pour présenter cet ensemble de musique-là accessible à tous, là. Oui, oui, tout à fait. C'est parce que, à quelque part, les musiques ont chacune leur particularité. Ça, c'est vrai, chaque musique, puis c'est ça la beauté des, des, des différentes cultures. Parce qu'en fait, autant qu'il y a de culture, autant on découvre des choses en dedans de nous. C'est ça qui est Oui, c'est ça. extraordinaire. C'est ça, tu sais, parce que chaque émotion qu'on a en écoutant une musique en particulier n'est peut-être pas nécessairement la même qu'en écoutant une autre musique et tout Ouais. ça. Fait que la palette de couleurs émotionnelles est très grande grâce à toutes ces cultures-là, en fait, aussi. Et on se retrouve, veut pas, au bout de la ligne, on va trouver son compte, là. Moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que on va trouver son compte dans ces différentes musiques-là. Et toi, tu réussis à tout intégrer ça on pourrait dire dans un orchestre, dans un ensemble, tu réussis à transmettre ces émotions-là. C'est vraiment intéressant. Ah ben merci beaucoup, merci. Mais c'est comme je dis, c'est comme un travail d'équipe aussi parce qu'au début, à chaque fois qu'on se rencontre, avant de faire de la musique, on parle, on discute justement au début avec les chanteuses de gorge inuit, Nina et Lydia, Oui. on a fait des ateliers, hein, juste pour savoir qui faisait quoi et puis tu sais, comment eux autres ils pensaient la musique, par exemple, parce que dans le groupe, il y a du monde de différents milieux aussi. Là. Oui. Il y en a du monde, il y en a en classique. Tu sais, Carla Antoun au violoncelle est en classique. Comment elle aperçoit la musique? Fait que, tu sais, c'est vraiment une question de perception aussi, hein, parce que comment je pourrais dire, ça reste des sons, mais comment on les perçoit? Oui. C'est vraiment ça. Donc, avec le dialogue et tout, on parle, on faisait des essais, on riait. C'était incroyable comment on riait, hein, parce que on essayait des affaires, puis des fois, ça marchait pas du tout, des fois, ça OK. marchait. C'est ça, c'est vraiment une question de travail d'équipe, en fait, OK. pour ces rencontres-là, là, vraiment. Tu me parles de travail d'équipe. Quand vous créez une œuvre, moi, je sais pas si tu as regardé un petit peu les fameuses bandes annonces, là, pas d'annonces, mais les fameuses vidéos des Beatles quand ils ont revenu ensemble, les quatre, et tu voyais en progression, en composition, c'était impressionnant de voir comment ils créaient leurs chansons, un partait l'autre. Est-ce que c'est un peu ça ou tu te crées un canevas, justement? Tu te dis, bon, là, on va partir avec des voix, on va rajouter des instruments, notre finale va être comme ça. Comment vous créez, justement? Tantôt, tu me parlais de beaucoup de rencontres, mais est-ce qu'il y a un canevas ou c'est à la fin, tu dis, ah, OK, ça a donné ça, puis ça fonctionne, puis on va l'appeler comme ça? Au début, c'est vraiment, on fait comme des improvisations sur
un petit motif que j'apporte un petit truc de base, mais c'est pas plus que ça. Mais après ça, oui, je fais des canevas, puis après, on travaille là-dessus. Il reste que ça dépend. Si c'est pour des musiciens qui sont très forts en lecture et qui aiment la lecture, mais là, tout est écrit, tu sais, ou presque tout est écrit. Ceux qui sont moins dans la lecture, parce qu'il y en a, selon la tradition, que c'est plus de la tradition orale, mais ça va être des textes. Par exemple, c'est ça, avec les chanteuses de gorge inuit, on a aussi la chanteuse avec nous, chanteuse jazz, Hélène Martel, qui travaille, qui fait des chants de gorge et tout ça, qui, elle, est habituée, elle vient justement du jazz. Alors pour elle, tu sais, des fois, j'essayais de transmettre, puis ça fonctionnait pas trop, mais elle a réussi à mettre sur pied, en fait, des cue sheets, Ouais. en fait, OK, très bien clairs. Parce qu'elle avait la tradition jazz puis très fort, puis ça a fonctionné tout de suite. Fait que là, maintenant, on fonctionne comme ça, avec les cue sheets. Puis, donc, ça veut dire que chaque spectacle ou chaque présentation que vous faites, il y a un cadre, mais ça peut être un petit peu, on pourrait dire, élargi. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec le monde, dans le sens que je veux dire, oui, la pièce est toujours en construction, est toujours en mouvement. La première interprétation, la dernière, sera peut-être pas la même chose là, quand vous le présentez. Exactement. On reconnaît la pièce parce que c'est la même pièce, tu sais, mais ça bouge toujours. Il y a toujours un petit peu de mouvement, d'improvisation à l'intérieur, là, tu sais, mais c'est toujours la même pièce. Ouais. Sur ce, allons à la pause. Bonjour, je me présente Jean Latour. Ça fait 60 ans, ça fait moins de 40 ans que je travaille dans le public. J'ai un message à faire à tous les clients qui ont été bien servis par moi. C'est à votre tour d'avoir un service de voter pour ma nièce Anne-Marie Drainville pour QS, Québec solidaire. Et en passant, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de jeunes qui se présentent. Il y en a une, profitons-en. On va l'aider. Merci beaucoup. Ensemble, gagnons Berthier! Bonjour, je m'appelle Éric Boudry, je suis musicien, mais aussi enseignant. Et je suis ici pour appuyer la candidature et la campagne électorale, surtout d'Amélie Drainville, dans Berthier, pour QS. Évidemment, mon cœur est à gauche, mon cœur est pour l'environnement, mon cœur est pour la liberté d'être et la liberté d'expression, évidemment. Puis on sera ici pour célébrer la victoire le 3 octobre prochain. Ensemble, gagnons Berthier. En ce 28 septembre, les anniversaires, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Daniel Fournier et à Diane Brault. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Louisette Savignac. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 28 septembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Place maintenant au monde électoral. Dans le cadre de cette campagne électorale québécoise, la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, la TROCEL, a tenu une conférence de presse tout récemment dans le cadre de ces élections québécoises. Ce sont 6 regroupements d'organismes communautaires autonomes lanaudois qui sont venus exprimer l'importance de ce qu'accomplissent ces organismes dans la région. Malgré que ces organismes soient soutenus par 1200 travailleuses et travailleurs, plus de 1000 administratrices et administrateurs, 5000 bénévoles, militantes et personnes impliquées, et que 100 000 personnes franchissent leurs portes annuellement, les enjeux du mouvement communautaire autonome sont absents de la présente campagne électorale. On vous a présenté hier quelques entrevues à ce sujet. On écoute aujourd'hui la suite de ce reportage.
Alors, nous, au MEPAL, en fait, on travaille dans plein de secteurs de la population, puis avec beaucoup d'enjeux. Donc, comme Chloé disait, avec les ados avec qui les Maisons des jeunes travaillent, il y a beaucoup d'enjeux qui les touchent. Donc, c'est un peu la même chose, mais très large, parce qu'on va avoir des membres des Maisons des jeunes, des groupes d'entraide en santé mentale, mais également de l'AQDR, des AQDR, des Maisons de la famille. On va aussi avoir des groupes régionaux qui s'occupent d'enjeux spécifiques. Par exemple, Action Logement Lanaudière, Action Dignité, Plein droit Lanaudière. Donc, c'est ça. Ce qui fait en sorte qu'on travaille vraiment sur tous les enjeux sociaux, très larges, puis on va aider les membres à faire des liens ensemble, à solidariser aussi en défense collective de droits. Donc, on travaille en transformation sociale à tisser des liens. Donc, par exemple, puis mes collègues en ont fait quelques-uns déjà. Donc, si on pense à la crise du logement actuellement, Richard a très bien expliqué c'était quoi les liens avec la santé mentale. On va avoir aussi des liens avec, par exemple, des centres de femmes ou des maisons de défense de femmes victimes de violences conjugales, parce que crise du logement fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile pour une femme de quitter une situation de violence conjugale, parce que ça comprend aussi de la violence économique, donc la difficulté de pouvoir quitter. Donc ça, c'est un exemple. Crise du logement, c'est aussi relié avec le droit à la santé, parce qu'on se trouve à être forcé d'accepter des logements qui sont insalubres. Puis après ça, je pourrais continuer vraiment longtemps pour juste le logement, à tisser des liens, mais aussi prendre un autre enjeu comme le droit à la santé ou bien le droit à l'éducation, puis continuer à tisser des liens comme ça entre les personnes, entre les enjeux. Ce qui fait une gigantesque toile au final. Puis nous, là-dedans, on veut défendre la justice sociale. Puis on rajoute d'avoir une vue d'ensemble comme ça nous permet aussi un pas de recul au niveau du temps. Donc, on est beaucoup aussi sur les enjeux de justice climatique, parce que tous ces enjeux-là, ils sont et ils vont être exacerbés par l'urgence climatique actuelle. Donc, on revient à la crise du logement. Plus de catastrophes qui détruisent des logements, c'est moins de logements, en fait. Donc, ça l'accentue, la crise du logement. Ou bien le droit à la santé, une crise climatique, ça veut dire plus de pandémies, ça veut dire potentiellement des pénuries de médicaments, ça veut dire des canicules, ça veut dire des sécheresses en alternance. Alors, c'est ça. Donc, ça vient empirer la situation du droit à la santé. Puis, c'est très lié aussi avec la jeunesse, qui voudraient pouvoir avoir un avenir satisfaisant, en fait, là, digne. Donc, c'est ça. Ce qui fait en sorte que nous, on parle beaucoup de justice sociale, justice climatique. On y va large. Donc, les deux revendications principales en ce moment, c'est bannir les énergies fossiles d'ici 2030. Il faut que ça soit rapide. Il y a urgence pour pouvoir, après ça, reconstruire quelque chose qu'on choisit ensemble, une société qu'on choisit ensemble. Puis, deuxième chose, ça a été nommé aussi, donc réinvestir massivement dans le filet social, organismes communautaires, services publics, programmes sociaux, initiatives citoyennes aussi un peu décentralisées, puis pour ce faire, taxer massivement la richesse. Puis, dernière chose aussi sur laquelle on travaille beaucoup, pour défendre tous ces droits-là collectivement, ça nous prend des droits démocratiques. Donc, on travaille beaucoup aussi sur les enjeux des droits démocratiques, le droit de manifester, le droit de se réunir, etc., en collaboration avec la Ligue des droits et libertés. Alors, voilà, merci. Nous venons d'entendre Catherine Pouliot du Mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière. De son côté, Sylvie Côté de la table régionale des organismes communautaires familles de Lanaudière elle a reconnu, lors de son intervention, que les organismes communautaires familles ont reçu un rehaussement du financement à la mission. Mais elle a rappelé qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. On écoute son intervention. Alors, bonjour tout le monde. Dans un premier temps, il faut souligner la grande avancée quand même que le ministère de la Famille a fait envers les organismes communautaires familles dans la dernière année. Nous avons eu de belles opportunités de financement adaptées à la hauteur de la croissance et des besoins des familles, ainsi qu'une augmentation de notre financement à la base. Merci.
À la mission, je voulais dire, excusez. Merci. Les organismes de famille ont dû s'adapter et multiplier les moyens de continuer à desservir les familles lanaudoises. Malgré le contexte actuel et durant la pandémie, nous avons su garder contact avec nos familles, les rassurer et les accompagner dans tous les changements et crises qu'elles ont pu vivre. La preuve est l'explosion des demandes et la grande participation des familles dans toutes nos activités offertes. Dès la rentrée, la plupart des organismes communautaires familles de la Naudière ont vu leur activité se remplir très rapidement. Malheureusement, l'augmentation du financement à la mission n'est pas suffisante pour rattraper tout le retard accumulé dans les dernières années. Il y a nécessité d'augmenter le financement à 200 000 par année, comme demandé, mais surtout d'indexer ces montants, comme c'est le cas dans les autres ministères. Malgré que les OCF soient reconnus comme des employeurs de choix, l'impossibilité d'offrir des salaires compétitifs et des contrats de travail stables accentue la pénurie de main-d'œuvre et rend la rétention du personnel, qui est qualifié et compétent, encore plus difficile. À travers un sondage réalisé par la Troquefel, 43 des employés ayant répondu affirment avoir pensé à quitter leur travail à cause du salaire. Puisque les montants à la mission ne sont pas indexés minimalement, nous devons, année après année, chercher d'autres moyens de financement ou manières novatrices de combler l'écart de financement pour pouvoir indexer les salaires avec le coût de la vie qui, lui, continue de grimper. Les besoins des familles sont de plus en plus grands. Les listes d'attente pour les suivis dans le réseau s'allongent. Les places en garderie se font de plus en plus rares. Nous continuons tout de même à accueillir toutes les familles lanaudoises à nos portes, car nous sommes bien souvent le dernier filet pour eux. Constamment en évolution et en développement, nous demandons, comme organisme rattaché au ministère de la Famille, d'avoir également accès au programme de financement des infrastructures, qui est pour l'instant accessible qu'au CPE, afin de permettre l'agrandissement, la relocalisation et l'entretien des infrastructures des organismes communautaires familles. Le financement à la mission, qui est déjà insuffisant pour le roulement de base des organismes, ne devrait pas servir pour des projets d'infrastructure et des campagnes de levée de fonds qui sont très exigeantes en termes de temps et de ressources. Les demandes sont constamment grandissantes, les besoins d'agrandissement ou de relocalisation se font de plus en plus entendre et sont de plus en plus prioritaires et urgents, surtout en cette heure de crise du logement qui touche aussi les organismes qui cherchent à s'agrandir ou à se relocaliser. La table régionale des organismes communautaires familles, qui regroupe l'ensemble des OCF de la Naudière, ne bénéficie d'aucun financement récurrent, ni au PSOC, ni au ministère de la Famille, alors qu'elle joue un rôle essentiel de coordination et de mobilisation. La reconnaissance du travail et un financement adéquat de la Troquefel par le ministère de la Famille permettra à la table de continuer à soutenir les OCF et d'offrir de manière stable et pérenne des services dans cette ère de changement et de mouvement du personnel. Pour terminer, on ne peut passer sous silence le manque d'accès aux services des visites supervisées pour les familles lanaudoises. La demande à la hausse exigée par les centres jeunesse et la Cour supérieure ajoute de la pression sur une liste d'attente déjà bien garnie. Le financement insuffisant nous empêche d'offrir une couverture raisonnable de tout le territoire aux familles. Actuellement, seulement 3 points de service sont offerts dans la région, soit à Charlemagne, Saint-Lin et Joliette. Ce sous-financement cause de graves problèmes pour les familles de la Naudière. Les listes d'attente peuvent empêcher présentement des parents de voir leur enfant durant plusieurs mois. Le manque de points de service à proximité met certains parents dans le dilemme de payer leur loyer ou les frais de transport pour une visite. À titre d'exemple, une famille de Saint-Michel-des-Saints devra parcourir 105 km pour atteindre le point de service le plus près de chez lui, ou une famille de Saint-Gabriel, c'est 45 km. Nous avons des gens spécialisés dans l'un des OCF qui est membre de la Troquefel. Il y a du matériel pour en former d'autres et des possibilités de locaux, mais il manque cruellement de financement pour pouvoir embaucher le personnel qualifié à un salaire décent qui permettrait de développer les points de service à proximité des familles ayant besoin de visites supervisées. Ce sont là les principales préoccupations que porte la Troquefel pour ses membres. Merci. Allons maintenant à la pause.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 21 septembre à 71 ans. Est décédée Mme Jocelyne Champagne, épouse de Denis Filot, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Caroline. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Audrey Filot, Sylvain Saint-Yves, sa petite-fille Amie Filot Rebman, Jean-Christophe Blain, son arrière-petite-fille Mia Filot-Blain, ses frères, ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères, Jacques Champagne, Lise Grignon, Richard Camer, Feu Lise Champagne, Régent Champagne, Sylvie Champagne, Gilles Blais, Denise Champagne, Jean-Marc Lapointe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité au Columbarium de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 24 septembre à 55 ans est décédée Mme Lucie Pierrette Larose, épouse de Daniel Potvin demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son époux, outre son époux, ses filles Patricia, Natacha, Régis Beaulieu, ses petits-enfants Zacharie et Michael, sa belle-mère Lise Brazeau, feu Roger Potvin, sa sœur de cœur Mélanie et son conjoint Yvon, ses frères, sa sœur Yves Fernand, Martin et Germaine Larose, sa belle-fille Sabrina, sa belle-sœur Nathalie Bombardier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 1er octobre de 12h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole au complexe à 14h30. Entouré des siens au CIUS de Trois-Rivières le 22 septembre à 63 ans, est décédé M. Daniel Bellemare, époux de Carole Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maxime Bellemare, Valérie Joly, Simon Bellemare, Adrienne Sirène, ses petits-enfants Antoine, Nathan, Eva et Livia, son père Réal Bellemare, feu Jacqueline Lagacé, sa conjointe Gisèle Durand, son beau-père Cyril Massé, feu Réjeanne Marchand, son époux Clémence Sarrazin, son épouse Clémence Sarrazin, ses beaux-frères et ses belles-sœurs Marie-Claude Massé, Alain Manègre, Mario Massé, Joanne Paquin, ses neveux et sa nièce Frédéric Manègre, Alexandre Grenier, Sébastien Manègre, Myriam Charette, Ariane Massé, ainsi que plusieurs oncles, tantes, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CIUS de Trois-Rivières pour les bons soins prodigués à M. Bellemare. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi le 8 octobre dès 13h en l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles de M. Bellemare se suivront à 14h. M. Bellemare sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cet après-midi. Aujourd'hui, on est mercredi, donc ça sera un ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 17. Mercredi soir, ce sera un passage nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 10. Mercredi nuit, c'est ciel variable, température de 7, un temps ressenti de 5. Jeudi matin, c'est ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 6. Jeudi après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 14. Jeudi soir, ce sera un ciel dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà donc pour ce bulletin d'information pour le 28 septembre. Bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, la télé du Grand Berthier. On se revoit demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information. Bonne fin de journée à notre antenne.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.